Enfin, je pense que mon neveu de 15 ans, j'ai pas de neveu de 15 ans, mais admettons, il ouvre un business manager, il est capable de lancer des campagnes tout seul. Donc c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de barrière, sauf le cash. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'attendais le Pourquoi retour parce que moi aussi, ça m'a fait tiquer parce que je me suis dit, ouais, ok, un ado de 15 ans peut lancer sa publicité, Ouais. il peut. Par contre, c'est pas pour autant que ça va marcher. Moi, je constate une chose qui est assez simple, c'est que moi, je récupère des comptes d'entreprises qui payaient des gens qui ont 1, 2, 3 ans d'expérience et dont c'est le métier. Ouais. Et j'arrive à faire 20-30% mieux avec les mêmes créas, juste avec du paramétrage et de gestion opérationnelle. Et en fait, tu te rends compte que dans ton acquisition et dans ton budget marketing, le paid prend de plus en plus de place et devient même majoritaire. En apparence, tu as peut-être des beaux chiffres sur tes dashboards, mais derrière, en termes de rentabilité, tu te poses la question de, en fait, demain, si je coupe la pub, est-ce que c'était vraiment rentable, quoi? Faut faire le test. L'acquisition en e-commerce est devenue un challenge corsé. C'est pourquoi, en tant que marketeur, nous devons redoubler d'efforts pour diversifier nos canaux d'acquisition et maximiser la rentabilité de nos campagnes. Et pour vous aider, je vous invite à découvrir Chainable, le partenaire de cette saison de l'effet marketing. Chainable, c'est un outil qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit et de vos annonces publicitaires sur tous vos leviers d'acquisition, comme le search, le shopping, les réseaux sociaux, les marketplaces et même l'affiliation. Résultat, vous diffusez sur plusieurs canaux en respectant les codes de chaque plateforme pour maximiser votre ROI. Chainable accompagne plus de 10 000 entreprises en Europe comme Teddy Bear, Comptoir des Cotonniers ou encore Greenwoods. Et c'est vraiment une solution que je recommande à tous mes clients e-commerçants. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description pour essayer gratuitement Chainable et demander une démo. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'effet marketing dans lequel on inaugure aujourd'hui un tout nouveau format, celui de la table ronde autour d'un sujet qui va vous parler à la majorité d'entre vous, soit vous en avez déjà fait ou vous êtes déjà posé la question, c'est la publicité. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro 2 invités, Olivier Zongo-Martin, qui est le cofondateur de Growth Society, une agence d'acquisition payante et d'un studio créa, et j'ai le plaisir de recevoir également Livio, qui est Head of Growth chez Dalma depuis 4 ans maintenant. Dalma, c'est l'assurance santé des animaux 100% digital. Olivier, Livio, bienvenue sur le podcast. Merci. Merci Léa. Très contente de vous recevoir. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, selon vous, est-ce que la publicité aujourd'hui est un levier intéressant pour la plupart des entreprises? Alors la plupart, à mes yeux, non, puisque quand on regarde les entreprises en France, il y en a plus des 2/3 en fait qui sont des micros ou des très petites entreprises, et que selon moi la publicité s'adresse quand même à des entreprises d'une taille minimum. Mais c'est un levier qui est très puissant et qui a besoin, pour être correctement exploité, d'être intégré en fait dans la vision de l'entreprise, dans son business model, parce qu'en fonction de la façon dont il est pratiqué, il va pouvoir être soit dangereux si on y va en ayant une marge trop faible, si on y va en ayant pas encore trouvé son market fit, ou si en fait on n'est aussi pas capable de scaler son activité, c'est-à-dire son produit et son service, sans dégrader aussi le niveau de qualité lié à l'augmentation, à la croissance que va générer la publicité. Bref, il y a plusieurs cas dans lesquels la publicité peut être dangereuse. Il y a plein de cas aussi dans lesquels elle est utile, quand on veut aller chercher de la croissance, des relais de croissance, et qu'on a justement prévu dès le début dans sa vision un ensemble on va dire de critères nécessaires pour pouvoir performer en publicité. Et après, il y a encore d'autres styles de business model dans lesquels elle est carrément incontournable et nécessaire. C'est le cas quand on a des objectifs de croissance qui sont très soutenus, ou alors quand on a un business d'acquisition basé 100% sur de l'acquisition digitale. Et dans ce cas-là, si on n'a pas d'autres relais de distribution ou autre, on va forcément être confronté, selon moi, à la publicité. Et toi, Livio, chez Dalma, vous faites pas du tout de publicité. Du coup, est-ce que selon toi, c'est crucial pour une boîte de faire de la pub? Donc effectivement, j'ai un point de vue un tout petit peu différent de toi, Olivier. C'est que je pense que la publicité en ligne, le paid media, c'est un problème dont il faut absolument sevrer toutes les boîtes en France et dans le monde, quoi. Le premier élément, c'est évidemment qu'on a fait de la pub chez Dalma quand on a commencé. Le 0 to 1, c'était full paid media, Facebook, Google, TikTok, Snapchat, Pinterest, etc. On a tout testé parce que, on n'était personne sur le marché, on devait construire notre crédibilité, et pour rappel, on vend un produit qui est financier. Donc en fait, si t'as pas de trust,
t'as pas de vente. Je le dis comme je dis à chaque fois, les 100 premières personnes qui ont signé un contrat chez Dalma, je suis toujours persuadé que c'est des fous parce que genre personne n'était client chez Dalma, c'est une assurance et toi tu signes. Comment on les a trouvés ces clients-là? Bon, on les a trouvés parce qu'il y avait un peu d'entourage, mais surtout on les a trouvés parce qu'on s'est positionné sur des mots-clés sur Google, parce qu'on s'est positionné sur Facebook, Instagram, etc. Donc oui, 0 to 1 publicité, j'y vais. Ensuite, le problème que tu vas avoir, je trouve, dans la publicité, c'est que vite, tu vas atteindre un plafond ou en termes de cash burning. C'est-à-dire, en gros, il faut quand même avoir des reins pour pouvoir dépenser de l'argent. Des reins en termes de cash, c'est compliqué. Et 2, ta rentabilité, quoi. La question qu'on a aujourd'hui et que plein de startups se posent, c'est je dépense énormément, peut-être des dizaines ou des centaines de milliers d'euros par mois sur du Google Ads, par exemple, parce que c'est les leviers qui sont les plus chers aujourd'hui. Et en fait, cet argent, je pourrais l'investir pour hire des people, je pourrais l'investir pour développer des nouveaux canaux, je pourrais l'investir dans mon produit, dans ma tech, je pourrais l'investir dans de l'influence, etc. Et en fait, tu te retrouves vite bloqué parce que, genre, tu mets tout dans Google, t'as pas le choix parce que si tu l'enlèves, tu perds tout de suite du business qui est déjà traqué. Et en fait, derrière, t'as pas de plan B, quoi. Pour moi, je trouve que c'est un vrai problème et c'est pour ça que aujourd'hui, je pars avec cette espèce de drapeau qui dit arrêtez le paye de penser à autre chose, quoi. Ouais, c'est une vision que j'entends, mais je pense que c'est pour ça que je parlais de l'intégrer dans son business model. Ouais. C'est qu'en fait, qui dit aussi, pour moi, le paid, quand il est bien maîtrisé, il est pas forcément à perte. C'est pas comme ça que je le vois. En tout cas, nous, les clients qu'on accompagne et qui font du paid pendant plus de 2-3 mois, c'est qu'en fait, le paid est rentable pour eux et qu'ils sont pas dans une situation où ils vont justement forcément cramer de l'argent. Ça, c'est un truc qu'on a beaucoup vu, je trouve, dans les années, on va dire, de 2019 à 2018 à 2021, où il y avait des grosses levées, il y avait beaucoup de cash, et il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour cramer de l'argent sans rien maîtriser. Aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose qui se fait plus trop quand même. C'est raisonnable maintenant. C'est beaucoup plus raisonnable qu'avant. Il y a un moment, il y a des situations qui étaient dingos, hein. Moi, je me rappelle de certains budgets sur lesquels j'ai pu travailler où ça dépensait des millions d'euros par mois en Google Ads, sans trop réfléchir si c'était logique ou pas, hein. Vous vous rendez compte, 1 million d'euros dépensés sur un compte, qu'est-ce que tu peux faire avec 1 million d'euros en termes de people, d'investissement? Enfin, c'est, t'imagines? Ouais, c'est clair. C'est clair que des fois, des fois c'est pas bien maîtrisé, mais globalement, quand c'est bien intégré dans le business model, je trouve que ça permet en fait de gagner du temps et justement d'aller plus vite ensuite sur les éléments dont tu parlais. Je te rejoins tout à fait sur le fait que penser que paid c'est une mauvaise chose, mais et en fait ça permet, parce que j'ai fait plus de clients, en fait je vais avoir aussi plus de revenus qui vont faire que quand je vais vouloir rentrer dans une logique de rentabilité, je vais pouvoir plus vite développer ma tech. Je vais avoir, tu parlais du 0 au 1 typiquement, je vais pouvoir plus vite faire passer beaucoup de monde dans mon tunnel et donc du coup pouvoir l'optimiser, etc. Apprendre plus rapidement. Apprendre plus rapidement. Donc en fait c'est un levier qui est top, mais c'est vrai que faut pas se dormir dessus, on va dire. Et si on fait que ça, forcément, d'un moment on se retrouve dans une impasse, quoi. Mais c'est ça le piège, il y a un effet cliquet. C'est ce que je disais, c'est à partir du moment où tu as mis l'argent dessus, c'est très difficile de l'enlever parce que tu perds tout de suite en top line, ou en tout cas ça fait peur. Tu vas voir ton directeur marketing et en fait tu te dis, t'as écouté le podcast là et tu te dis mais j'avoue, pourquoi est-ce que je dépense autant d'argent sur des mots-clés génériques alors qu'il y a un taux de conversion très bas, les CPC sont super hauts, du coup en fait mon CAC sur ces mots-clés il est pas bon, mais je continue de le faire parce que je vais quand même perdre des clients ou je vais quand même perdre des contrats. Ton CMO, il va te regarder, il va te dire, non, parce que en fait, ça fait de la top line, on en a besoin. Enfin, tu vois. Et par contre, t'as peut-être raison. Le marché a peut-être changé avec la fin de l'argent magique. Et à un moment, aujourd'hui, on se retrouve plus dans une logique dans les boards, notamment. Enfin, si on parle des startups ou ailleurs, dans les boards, on se retrouve peut-être plus dans une logique qui est genre, comment est-ce que tu crées un modèle de croissance qui, bien sûr, s'appuie sur du paid. Comme le 0 to 1, t'es obligé quasiment, enfin moi c'est ma conviction, t'es obligé en 0 to 1 de passer par là, c'est le meilleur vecteur de communication disponible tout de suite, parce que développer du SEO, machin, c'est mignon, mais le SEO, dans les 6 premiers mois, tu vois rien du tout, hein. Enfin, et ça c'est le premier truc hyper important, mais par contre, à un moment, comment tu fais pour te sevrer, quoi? C'est ça la question. Je suis d'accord qu'il en faut, mais comment tu fais ensuite pour passer à autre chose? Et selon vous, est-ce qu'il y a certains types de boîtes peut-être ou certains marchés ou types de structures pour qui le paid va être peut-être plus adapté? Je pense qu'on peut pas réfléchir en tout cas par secteur ou par type en termes de taille, etc., etc. Nous, chez Gross Society, je sais qu'il y a d'autres agences qui sont spécialisées par exemple dans le e-commerce, etc. Et quand on pense pub, on pense beaucoup e-commerce, SaaS, on pense beaucoup boîtes purement digitales. Nous, on accompagne des grosses PME, on accompagne des boîtes qui existent depuis 50 ans, bien avant qu'il y ait du paid et qui tirent très bien leur épingle du jeu justement en général de l'activation du paid parce qu'elles ont en fait un business qui fonctionne de base et que si elles existent sans le paid, c'est qu'elles ont
trouver leur market fit, c'est qu'il y a un besoin sur leur marché, etc., etc. Mmh. Et on peut avoir des top performances autant sur un e-com avec un panier moyen à 40 € que en B2B sur une boîte qui va aller signer des contrats à 40K €. En fait, c'est juste que bien évidemment, la méthode et les schémas vont être différents. Mais pour moi, il n'y a pas de type au sens pur d'entreprises qui peuvent performer en paid. Par contre, ce qui existe et ce qui est réel, c'est qu'il va y avoir on va dire des critères, des paramètres qui vont conditionner les chances de réussite d'avoir un paid qui fonctionne. Et c'est ce que je disais, c'est que il y a le côté marge. Si la marge est trop faible, le paid, ça va être un levier qui va être compliqué. Il y a le côté tunnel. C'est important d'avoir des taux de conversion qui sont, on va dire, supérieurs à peu près 2%. Il y a moyen de négocier un 1,5, mais globalement, en dessous de ça, c'est très difficile à rider. Et ça va être aussi le cas en B2B. Hein. En B2B, presque l'enjeu est presque encore plus difficile parce qu'il faut du coup avoir des équipes sales qui sont formées, qui ont une maîtrise du CRM pour avoir une donnée qui remonte proprement, etc. C'est pas du tout un jeu qui est plus facile. Faut s'assurer que les leads sont bien traités, bien appelés dans le bon timing. Faut réussir à les éduquer sur le fait que, oui, en paid, il y a beaucoup de leads déchets, ce qui n'est pas forcément le cas des leads qui viennent en organique, etc. Il faut que les équipes soient motivées parce que si elles commencent à rentrer dans une logique de je traite plus cette lead-là, du coup, tout de suite, ça se ressent, etc. Donc voilà, il y a ce côté tunnel, il y a le côté force de la marque. Par exemple, on voit que quand on arrive sur Dalma, la marque ne dégage pas du tout la même chose que quand on va sur AXA pour le même type d'assurance. Il y a eu un travail sur le message que dégage la marque, le côté, on va dire, sympathique, attachant. À chaque passage du tunnel, il y a une petite référence, une petite blague, une petite animation avec des croquettes qui tombent, etc. Ça peut paraître être du détail, mais en fait, c'est des choses qui font la différence in fine. On l'a vu aussi avec Alan, on l'a vu avec Lydia, on l'a vu avec plein de boîtes. Et donc, il y a cet élément-là. Et il y a, pour moi aussi, la capacité de déployer une stratégie créative, qui est quelque chose quand même qui est aujourd'hui est assez central. Pareil, il y a 5-6 ans, c'était pas du tout le cas. Mais aujourd'hui, le niveau est globalement élevé parce que c'est le cas du niveau organique qui s'est professionnalisé énormément. Et donc, du coup, du niveau, enfin, du contenu aussi paid. Et si on n'est pas organisé pour pouvoir sortir une stratégie créative qui tient la route, on a aussi assez peu de chances d'arriver en tout cas à scaler des budgets paid. Et donc, voilà, tous ces critères-là, ils vont, en fonction du niveau de concurrence du marché, définir les chances de réussite. Et il y a un peu des benchmarks, on va dire, moyens, quoi, sur chacun de ces critères-là. Et ensuite, plus on est concurrentiel, plus il va falloir faire mieux que le benchmark. Et moins c'est concurrentiel, plus on va se permettre d'être moins bon que ce benchmark-là, quoi. Globalement, c'est comme ça que je résumerai les choses. Moi, je suis d'accord avec toi, il y en a pas. C'est une question de méthode. La méthode, c'est simple. C'est genre, enfin, déjà, il y a un contexte, t'as raison. Le contexte, c'est est-ce que tu veux émerger rapidement ou non? 2, c'est est-ce que tu as du cash pour le faire? Parce qu'on va peut-être en parler après, mais si t'as pas de cash, ça sert à rien de faire des plans sur la comète sur le pays média. En vrai, ça brûle du cash, donc il faut en avoir. Et le troisième élément, l'organisation, c'est est-ce que tu es en capacité de tester vite et d'apprendre vite. Genre, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui sont largement popularisés, qui nous permettent, tu vois, t'as un iPhone 15, tu peux faire des quantités de créa dingo, en vrai, avec une qualité absurde, cinéma. Il suffit d'avoir des bonnes idées, et c'est super simple et c'est hyper accessible. C'est vrai que t'as raison, aujourd'hui, c'est plus simple de faire du pay. Je trouve que moi, je te parle d'un truc, genre, il y a 10 ans, je me rappelle, tu vois, le business manager sur Facebook, c'était un délire, quoi. Aujourd'hui, en vrai, je pense que mon neveu de 15 ans, j'ai pas de neveu de 15 ans, mais admettons, il ouvre un business manager, il est capable de lancer des campagnes tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il y a pas de barrière, sauf le cash. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais, J'attendais le Pourquoi? retour parce que moi aussi, ça m'a fait tiquer parce que je me suis dit, ouais, ok, un ado de 15 ans peut lancer sa publicité, il peut. Par contre, c'est pas pour autant que ça va marcher. En soi, en termes de paramétrage, C'est quoi qui fait que ça marche alors? tout est full automatisé, Bah oui. mais c'est pas pour autant que ça va marcher derrière. Oui, mais ça, vous dites ça parce que vous vendez de la prestation média. C'est pour ça. Moi, je constate une chose qui est assez simple. C'est que moi, je récupère des comptes d'entreprises qui payaient des gens qui ont 1, 2, 3 ans d'expérience et dont c'est le métier. Et j'arrive à faire 20-30% mieux avec les mêmes créas, juste avec du paramétrage et de gestion opérationnelle. Donc, soit on considère qu'il y a, 50 à 70% des personnes qui travaillent dans le market qui sont plus teuteux que ton neveu de 9 ans. Oui, soit on considère qu'il y a quand même une difficulté. Bien sûr. Mais est-ce que tu as l'impression que dans le temps, est-ce que t'as pas l'impression que c'est devenu de plus en plus simple et de plus en plus accessible et que les plateformes ont investi des sommes de fou pour rendre le truc simple? Mais je trouve que justement, non, c'est un échec. Et je me faisais la réflexion avec mon associé ce midi. Parce que nous, quand on a monté l'agence,
La réflexion qu'on s'est faite, c'est on s'est dit, on prend ce qu'il y a à prendre et sans doute dans 2-3 ans, justement, les plateformes auront fait les évolutions nécessaires pour que notre métier ne serve plus à rien. Tout le monde s'est dit ça. C'était notre conviction la plus pure et honnête, et on n'est pas dans cette logique de vouloir vendre un truc qui sert à rien. Si jamais on sert à rien, on sert à rien. Et en fait, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse, parce que, in fine, par-dessus la couche des options manuelles, qui n'ont quasiment pas été supprimées, à part quelques stratégies d'enchères sur Google Ads, mais qu'en vrai, plus personne n'utilise, etc. Au final, ça reste. Et on rajoute par-dessus ça des campagnes automatisées qui à chaque fois sont créées pour être ultra simplistes et au final sont toujours complexifiées avec le temps, parce qu'ils se rendent compte que personne n'a envie de laisser Google gérer complètement son budget, puisque Google le gaspille, et c'est une réalité. Et donc du coup, par exemple, si on prend PMax sur Google, ils ont lancé PMax, on pouvait rien faire, et en fait au fur et à mesure des mois qui passent, et ben PMax c'est de plus en plus complexe, et on se retrouve avec au final une PMax qui est pas plus simple à setup que ce qu'elle était la search ou la shopping d'avant. Et je trouve que ça c'est assez intéressant. Pareil pour l'Advantage Shopping Plus, où au final ils ont rajouté un truc qui permet de limiter la part de clients existants, mais au final il faut aller setup du coup tes audiences impliquées à droite à gauche dans des endroits que les gens connaissent pas, etc. J'ai l'impression de perdre plus de temps aujourd'hui qu'avant. Voilà. Et en fait même très récemment ils ont rajouté les extensions de liens annexes, ils ont rajouté le catalogue, etc. Donc quand on veut push une pub sur Facebook, il y a plus d'étapes qu'avant. Il y a les améliorations automatiques, il y a les extensions, etc. Et donc en fait je trouve que presque, ils font l'inverse de ce qu'ils essayent de faire, et c'est de plus en plus compliqué de bien faire son boulot sur les régies, quoi. C'est un fail, alors. Ouais, pour moi, c'est un fail. C'est un énorme fail. Et je te rejoins parce que je trouve que en apparence, t'as l'impression que c'est une réussite, parce que la promesse, c'est tu cliques sur un bouton et ça va exploser. Et du coup, alors tu peux, mais dans la réalité, tu te rends compte que quand tu creuses, tu vois, moi je récupère des comptes Google Ads où ça tourne à 90% avec donc des campagnes Performance Max qui sont des campagnes full automatiques. Quand tu creuses, tu te rends compte que c'est 90% des personnes qui connaissaient déjà en fait l'entreprise, ça va être des requêtes marques. Donc en fait, tu dépenses tout ton budget sur des personnes qui de toute façon allaient acheter chez toi. Parce que tu mets tout dedans, quoi. Marque, hors marque. Exactement. Et je dirais que tu as un peu aussi ce changement, enfin cette évolution-là où le taf s'est modifié. Là où avant, tu avais tout ce setup vraiment à la mano. Là, c'est comment est-ce que tu arrives à bien paramétrer les algos et à leur donner les bonnes infos pour que ces campagnes automatiques fonctionnent bien. Mais si t'es pas là à l'origine et en amont pour bien tout paramétrer et aussi envoyer les bons signaux, donc que ce soit sur la partie tracking, que ce soit tes données CRM, que ce soit sur la partie tout ce qui est flux produit, catalogue, quand tu es en e-commerce, ça peut être du coup catastrophique derrière. Et en apparence, tu as peut-être des beaux chiffres sur tes dashboards, mais derrière, en termes de rentabilité, tu te poses la question de, en fait, demain, si je coupe la pub, est-ce que c'était vraiment rentable, quoi? Faut faire le test, hein. J'ai une anecdote sur Dalma avec Alban, le fondateur de la boîte. On se challengeait beaucoup sur les dépenses Google Brand. On se disait mais en vrai je dépense pas grand chose, tu vois, quelques milliers d'euros parce que le CPC est faible par mois. Et on se dit mais ça sert à quelque chose ou pas en vrai? Et en fait un jour on s'est dit vas-y je coupe. Non, juste on a coupé. En fait Search Console on a vu zéro différence et on s'est dit c'était encore une campagne qui servait à rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourtant vous en avez de la brand en ce moment. Ouais, mais elle tourne à 10% juste pour voir la part de voix. Ok. Elle sert qu'à ça. Elle me sert juste à avoir mon tableau de part de voix juste pour checker. Mais en fait, elle tourne à 10% de part de voix. Ok. Donc, je dépense littéralement que dalle dessus, quelques dizaines d'euros par mois. Alors qu'à l'époque, je dépensais beaucoup parce que dans ma tête, j'étais en mode, mais si le client, il tape mon nom, faut que j'arrive en premier, full package, site links, machin. Aujourd'hui, j'ai juste prouvé qu'en fait, tu peux la kill. Et encore, on n'a pas une notoriété spontanée sur le marché qui est énorme, hein. Aujourd'hui, on est à quelques points. T'as des leaders incontestés qui sont bien plus hauts que nous. Il y a énormément de concurrence qui bide sur nous. On a juste kill et on n'a pas prouvé que ça ne nous empêche de signer des contrats. Tu te rends compte du blocage mental auquel on a fait face? Et moi, le premier, j'ai fait face parce que quand on me challengeait dessus, j'étais en mode, ah non, on peut pas faire ça, c'est une campagne qui est critique pour notre notoriété, on investit déjà énormément sur la brand, tu vois. Blocage mental de fou sur le paid. Je l'ai supprimé et à la fin, je me suis dit, c'est magnifique en fait, on a sevré une partie de notre budget sur ça. Et en fait, tu dépenses 2-3 000 euros par mois sur un truc comme ça, je dis n'importe quoi. Encore une fois, ces 2-3 000 euros, tu peux les dépenser sur quoi d'autre? Tu peux embaucher des freelances sur un truc X, tu peux aller chercher un commercial en plus, tu peux, Ouais, mais après, la brand, c'est clair que c'est un sujet, pour le coup, nous, ce test, on l'a fait sur plusieurs marques différentes, et les résultats sont différents, en fait. Ah, mais c'est possible, mais c'est pour ça qu'il faut tester. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut tester, et ça il y a un blocage à la base. Plusieurs fois d'avoir la même conclusion que toi et de me dire, en fait, sur telle marque, ça sert à rien. Il y a des marques sur lesquelles ça sert, d'autres sur lesquelles ça sert à rien, quoi. Mais je comprends pas le use case où ça marche pas, où ça sert. Je comprends pas le use case. Le mec, il tape ton nom
À la limite, il clique sur un autre truc, il se rend compte qu'il est pas au bon endroit, il fait retour, tu un bounce rate, quoi. Bah, moi, de ce que j'ai appris, les use cases où ça sert, c'est les use cases où déjà t'as pas la meilleure positionnement prix. Et ça, c'est Ah un oui. paramètre qui est assez important dans le fait En fait, tu crées de la discovery, sur un produit Exactement, parallèle, un exactement. Et en concurrent. fait, il y a plein d'exemples. Tu fais de la location de voiture. En fait, le mec s'en fout complètement de quelle est la marque qui loue la voiture. Ce Ah, qui complètement. l'intéresse, Ah oui. c'est à quel prix, quel modèle. Ouais, je suis Point d'accord. barre. Ouais. Donc du coup, bah, si le mec tape, je sais pas moi, 206 Europcar et qu'en fait la première ads qui sort c'est une 206 de je sais pas Sixt, bah en fait il va faire quoi? Il va ouvrir les deux, il va Il va faire ça comparer. il va comparer. Et du coup là tu Et perds c'est quand fine. même Mais pas alors, mal du de... coup, là, le point qu'on se dit là, c'est que au-delà juste de ta stratégie publicitaire, c'est surtout ton positionnement produit qui va compter. Si tu considères que sur ton marché, comme sur le marché de Dalma, par exemple, c'est un marché ultra concurrentiel dans lequel tu dois te démarquer, notamment par le prix, parce que quand on fait des études consommateurs, on leur demande quel est le premier critère de choix de votre assurance. Le prix, tout en haut. Et ensuite, ils te disent les coverage, enfin les garanties. Et ensuite, ils vont te dire les trucs en plus, quoi. Et à la fin, ils vont te dire le Trustpilot, machin. Enfin, tu vois un peu le truc ou pas? Le premier, c'est prix. Donc en fait, quand tu as des concurrents qui sont beaucoup moins chers que toi, même s'ils ont des coverages moins bons, ils vont te piquer des contrats. Tu vois le truc? Donc je suis d'accord avec toi, mais là ce qu'on se dit du coup, c'est que plus large que juste est-ce que le paid media c'est utile, pas utile, en fait à la base c'est surtout ton positionnement produit, non? Bah oui, bah après c'est de toute façon le tout ça va ensemble. C'est ce que je disais quand je disais en fait tu as tout ce côté taux de conversion et cetera, produit, marque, en fait tout va entre guillemets ensemble. Et en fait, le market, c'est juste une variable un peu d'ajustement où bah ça va te permettre de compenser un peu, mais c'est clair que c'est pas de la magie. Et moi, je le dis tout le temps à mes clients, et d'ailleurs même dans la sélection des clients qu'on accompagne, maintenant on fait un gros travail pour essayer de jauger est-ce que on considère que le produit qu'on va vendre sur le marché, il est compétitif. défendable ou pas, Ouais. parce que si c'est pas le cas, en Compétitif ou pas? fait, Ouais. ça sert à rien Ouais, d'aller bien sûr. le défendre, tu vois. Complètement aligné. Donc ça, c'est clair. Premier point, est-ce que c'est difficile du coup pour une marque d'être rentable en publicité? À quel point c'est compliqué? Bah première raison, genre ton produit il est claqué. Non mais Ça, c'est clair, ça, c'est clair. non mais c'est vrai, et en fait on se le redit. Moi enfin il y a sûrement plein de gens qui vendent des produits sur lesquels ils ne sont pas posés la question parce qu'ils sont omnibulés par genre leur distribution. Et en fait ils oublient juste le cœur du truc, c'est qu'à un moment il faut que ta proposition de valeur elle soit clean. Sinon t'as beau ambiancer la meilleure agence ads de Paris, bah ça va rien vendre du tout. Ça sera super optimisé, mais en fait ton taux de conversion derrière il sera claqué. Et donc en fait qu'est-ce qui se passe? Tes coûts d'acquisition ils sont morts. Et tu sors de là, t'as dépensé de l'argent, t'as rien appris à part que ton produit il est pas bon. Et tout l'argent que t'as dépensé là-dedans, t'aurais pu le dépenser dans de la user research, dans de la tech et du produit, dans du branding. Enfin, tu vois, c'est ça qui me désole un peu sur le marché, entre guillemets, du paid media. À l'inverse, j'allais dire, tu vois, moi, ce qui me fait peur aussi et ce que je vois aussi chez pas mal de boîtes et où j'aimerais bien avoir votre avis, c'est quand tu lances du paid et que tu te rends compte que ça fonctionne et que ça marche bien pour toi, bah, t'augmentes tes budgets et en fait, tu te rends compte que dans ton acquisition et dans ton budget marketing, le paid prend de plus en plus de place et devient même majoritaire. Quels sont, selon vous, les risques qu'il y a pour les entreprises à être dépendants de la publicité? Bah, moi, je pense que ces risques, ils sont quand même assez forts. On l'a vu en 2014. Et après, bon, j'étais quand même assez positivement surpris du faible impact qu'a eu tous les efforts de législation, parce que là, c'est un peu le même schéma que ce dont on parlait sur la tentative d'automatisation des régies. Voilà, tentative de brider l'exploitation des données personnelles. Pour moi, c'est pareil, c'est un énorme fail pour l'instant. J'espère pour mon business que ça restera le cas. On verra si ça l'est ou pas. Mais en dehors de ça, on voit que maintenant, même les plateformes publicitaires en elles-mêmes aimeraient, pour se mettre à l'abri de ça, basculer au maximum sur un business model d'abonnement. On le voit, YouTube l'a fait. On voit que Meta a essayé de le faire. C'est un énorme fail, mais ils ont essayé de le faire. Et donc, on voit que y a quand même un risque latent. Est-ce qu'un jour, ça va s'abattre sur toutes les entreprises ou pas? Ça, je sais pas. Pour moi, ça dépend de plein de choses. On va avoir, selon moi, la réponse assez rapidement. Là, il y a eu Facebook qui a passé son Less Personalized Ads, qui est en gros, si on met le débat, donc question 1, c'est est-ce que vous préférez payer plutôt que de voir de la pub? Les gens ont répondu, on préfère voir de la pub. Question 2, est-ce que vous préférez voir de la pub ciblée ou pas? Si les gens répondent, je préfère voir de la pub ciblée, fin du débat. Et j'estime que la légitimité des législateurs sera trop malmenée pour que ça puisse devenir vraiment problématique pour les annonceurs. La question, elle est un peu biaisée quand même. Est-ce que tu préfères avoir de la pub ciblée? Bah, bien sûr que je préfère avoir de la pub en fonction de mes intérêts, tu vois. Mais la question devait être, est-ce que tu préfères avoir de la pub ciblée en l'échange de l'utilisation et de l'exploitation de tes données personnelles pour lesquelles
tu donnes tes infos sans rien en retour. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais À part cette pub ciblée. il- C'est peut-être ça le... Il y a que 3 options possibles. Ouais. Il y a soit le service, tu le payes, Ouais. et dans ce cas-là, il y a pas de pub. Ouais. Soit, dans tous les cas, on exploite tes données personnelles, Mmh. mais soit on les exploite, entre guillemets, pour te sortir de la publicité ciblée, c'est-à-dire on va en exploiter un maximum, Mmh. soit on en exploite un minimum qu'on estime quand même nécessaire et suffisant pour te proposer le service gratuit, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un choix, pour le coup, que là, Facebook a décidé de laisser aux utilisateurs, qui est assez marquant. Et tu vois, sur ce sujet-là, bon, après, on pourrait en débattre pendant des heures, mais moi, j'ai plein de potes, et même moi, personnellement, je me sers de l'algo de Meta pour faire mes recherches. Exemple, je veux acheter une paire de pompes, je vais cliquer sur toutes les marques de pompes qui passent pendant une soirée, pour qu'ils me proposent des paires de pompes ensuite dans mon feed. Et en tu fait, découvres des marques. pendant je découvre des marques, pendant une semaine, je vais en enregistrer 2-3. Quand il y a une marque qui me plaît vraiment, je vais aller sur le site, je vais ajouter au panier, parce que je sais que je vais rentrer dans l'audience de retargeting. Et jusqu'au jour où je D'avoir me dis, 10%. ouais, tu vois, jusqu'au jour où je me dis, bon, là, ça fait une semaine, j'ai vu passer plein de marques un peu Ok. stylées, celle que je veux, c'est celle-là, bam, je passe à l'achat. Et je pense que c'est aussi un usage assez fréquent au final sur les réseaux. Et donc, ça va être intéressant de voir, est-ce que c'est moi qui suis à part? Et en fait, les gens, ils sont trop saoulés de voir que quand ils regardent une paire de pompes, on leur propose des paires de pompes, ou est-ce qu'en fait, bah, en soi, ça les arrange et que tant qu'à faire, ils préfèrent voir des paires de pompes, tu vois, hommes dans leur style plutôt que de voir des paires de pompes enfants. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Je un peu pense ça que la tu question, quoi. préféreras toujours avoir une expérience personnalisée. La question, c'est contre quoi? Et c'est, je pense, sur ça que les gens sont pas éduqués. Qu'est-ce qu'ils échangent contre cette expérience de targeting personnalisé? Après, s'ils sont fine avec ça et que leurs données circulent partout, tant mieux. Et s'ils sont au clair, tu vois. C'est comme ce bandeau cookie qui sert à rien, là. Enfin, tu vois, Oui, c'est ça, c'est un autre exemple. Personne n'est, enfin, aujourd'hui, moi, quand j'audite des marques, quand je regarde des marques, etc., il y a quasiment personne qui a fait le choix d'être 100% compliant. C'est-à-dire que tout le monde a mis un bandeau cookie, tout seul. Tout le monde essaye d'avoir une utilisation du bandeau cookie. ouais. En vrai, on continue à exploiter la data. Parce que la réalité, c'est que c'est quasi impossible d'être rentable sur des budgets paid Bien sûr. en ayant une exploitation Mais d'autant stricte plus, du bandeau cookie. est-ce que c'est pas une limite du paid encore qu'on est en train de déceler là, qui est cette limite du à un moment, enfin, viens, on s'occupe d'autre chose au lieu de passer des heures et des heures à chercher des signaux intentionnistes pour nourrir un algorithme, machin. Viens réfléchir plutôt à ta stratégie de distribution, réfléchis à ton produit, à la valeur qu'il propose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et j'allais dire, c'est là où, du coup, je trouve que pour moi, ça montre une des principales limites qui est de, justement, être 100% dépendant d'un Google, Meta. Là, avec tout ce qu'on se dit, on se rend compte que c'est eux qui dictent les règles du jeu et du coup, tu les suis. Mais si demain, ils décident que toutes les enchères sont augmentées de 30%, bah, t'es dépendant de ça. Si tes publicités pour X ou Y raison, elles crashent pendant 1 ou 2 semaines, bah, toi, derrière, ça a un impact direct sur ton business. Donc, pour moi, t'as vraiment cet enjeu aussi de se dire, il faut diversifier tes canaux d'acquisition et il faut pas que le paid soit majoritaire dans cette répartition-là et que tu aies d'autres leviers de croissance sur lesquels te reposer et pas tout miser sur la publicité. Exactement, je suis 100% d'accord avec ça. Et moi, mes clients, par exemple, quand je prends un projet from scratch et qu'on va chercher de la croissance, en général, entre 15 et 20 000 euros de dépenses sur le premier levier qu'on ouvre, je commence à lui dire, là maintenant, il faut qu'on ouvre un autre levier avant de continuer à scaler celui-là. Peu importe les résultats qu'on a et le niveau de rentabilité, il faut qu'on commence à diversifier un maximum. Dans le paid. Dans le paid, parce que c'est mon métier. Ouais. Après, moi, je l'encourage bien évidemment à faire autre chose, mais quelque part, ça me concerne pas. Ouais. C'est pour le bien de ton client, quoi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que plus qu'un rôle de conseil à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Ouais, t'ouvres la porte, mais tu dis, bah, après, moi, je m'arrête là, quoi. Ouais. Oui, voilà, je lui dis qu'il faut le faire. Il y a des éléments que je considère dans mon scope, comme par exemple tout ce qui va être expérience, CRO, test des offres, etc. Ouais. Ça reste dans mon sujet. C'est du produit, mais like ads, quoi. Exactement. Mais par contre, quand on arrive à comment faire un cocon sémantique pour remonter proprement sur X ou Y mot, bah là, c'est juste pas mon métier. Donc, je lui dis, je te présente qui est un expert de ce sujet. Je t'invite à prendre un audit avec lui bien sûr. et à travailler sur ce sujet. Ok, intéressant. Bah, le problème de la dépendance au paid, si je reprends un peu, c'est encore une fois, cette histoire de cash. Genre, ça coûte de l'argent, quoi. Et c'est un vrai sujet pour les entrepreneurs parce que bah l'argent, elle coûte de l'argent. Tu vois le point? Donc du coup, quand tu lèves de l'argent ou quand tu arrives à générer des ventes, à faire de la marge dessus, en gros, cet argent-là, quand tu le réinvestis directement dedans, c'est très compliqué parce que c'est très cash burning. Tu vois mon point? Ça, c'est le premier truc qui me tend un peu sur le paid, quoi. Le deuxième élément, c'est que ce qu'on se dit quand t'es trop dépendant comme ça, tu crées un espèce de système où en fait, tout le monde peut s'attaquer à toi. T'es pas défensible. Tout le monde peut s'attaquer à toi très facilement, dans le sens où, par exemple, t'as une marque qui vient te voir, elle te contacte, elle te dit, bah voilà, il faut que tu m'aides à gagner des parts de marché sur
tel secteur, ok, t'investis avec lui, tu l'aides à investir son argent correctement. Il remonte bien, il a des parts de voix sur Google, il arrive à faire des trucs en social ads, etc. C'est intéressant. Et t'as un autre concurrent qui vient voir un de tes concurrents et vous êtes aussi bon l'un que l'autre, admettons, et il va faire la même chose, mais du coup vous allez vous taper dessus indéfiniment et ça va juste faire renchérir le système. Vous allez tous payer plus parce que la part de marché elle bouge pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais pour moi, ce que tu dis, c'est valable sur tous les canaux d'acquisition, finalement, Clair. pas que le paid. Et c'est là, justement, c'est Oui, une question exactement. Je que... suis complètement d'accord. que- Donc c'est valable partout. Je te prends Dalma par exemple. Google, il y avait 15 concurrents dessus. On s'est dit on s'en va parce qu'en fait ça coûte trop de rester. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est d'aller sur des canaux sur lesquels les autres, qui sont eux encore trop dépendants du paid et qui n'ont pas encore fait ce défocus ou cette espèce de sevrage, comme on peut l'appeler, ils sont pas encore où ils ont décidé de mettre une intensité plus faible parce que opérationnellement c'est peut-être plus compliqué, etc. Je te prends un exemple. Il y a 5000 cliniques vétérinaires en France spécialisées chats et chiens. Comment est-ce que tu fais pour que tu aies 5000 cliniques qui recommandent Dalma et pas un autre assureur aujourd'hui? C'est un travail de fond, tu vois. T'imagines le boulot, 5000 cliniques, peut-être qu'il faut les appeler les unes après les autres, peut-être qu'il faut leur envoyer des flyers avec un présentoir les unes après les autres. T'imagines 5000 box à créer, etc. Ça, versus piloter sur Business Manager, ton truc, c'est un boulot qui est monstre, ça demande des ressources. Mais par contre, une fois que tu l'as mis en place, le truc, il est défensible. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les flyers dans la clinique, c'est plus dur de te détrôner que quand tu as une part de voix top 1 sur Google de 23%, quoi. Vous voyez mon point? Je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, et c'est là aussi où je voulais te challenger, c'est est-ce que, parce qu'on a parlé des limites d'être trop dépendant à la publicité, à l'inverse, est-ce que tu te prives pas d'un marché potentiel et d'une cible intentionniste en n'étant pas présent en publicité? Tu vois, typiquement, tu disais sur Google Ads, vous avez beaucoup de concurrence, mais en même temps, si tu as tes vétérinaires qui sont intentionnistes, qui font une recherche et que derrière, tu arrives à convertir et que tu es rentable, en fait, why not? Faut y aller. À quel prix? C'est ça la question. C'est trop concurrentiel, je m'y retrouve pas en termes de coût d'acquisition, donc ça vaut pas le coup d'y aller. En fait, je trouve que dans ce discours, entre guillemets, ce qui me gêne, c'est que tu pars du principe que la pub est faite d'une façon non rentable et qu'elle est faite d'une façon forcément bourrine et forcément axée cash burn. Et c'est là où je suis pas aligné avec toi, c'est-à-dire que moi, mes résultats, je les regarde tous les jours. Je sais tous les jours si j'ai gagné de l'argent ou si j'ai pas gagné de l'argent. Et si j'arrête de gagner de l'argent, je change ma façon d'investir cet argent. Et en plus, quand on parle de faire de la pub, il y a quand même beaucoup de façons différentes de faire la pub. Bien sûr qu'il y a la façon la plus directe, Dalma, venez chez moi, clique, landing page, etc. Mais il y a aussi tout ce qui va tourner autour de la stratégie de contenu, par exemple, qui est quelque chose qui pour moi est à mi-chemin entre du pub et pas pub. Mais aujourd'hui, on a des très bons résultats en poussant des articles sur, je sais pas moi, combien coûtent les frais d'entretien d'un chien, et je te fais toutes les déclinaisons pour toutes les races de chiens, etc. Je fais des campagnes de trafic là-dessus, je remplis des bassins d'audience où je vais récupérer avec des livres blancs du contenu, etc., etc. Je veux dire, l'écosystème pub et la façon dont on peut l'agencer, c'est quand même assez multiple. Ouais, c'est varié, Voilà, c'est quand même assez varié. Et pour moi, en plus de ça, ça vient quand même amplifier une connaissance de marque qui fait que ça facilite aussi parfois le développement des autres leviers. Exemple, moi, je vais aller accompagner une marque de cosmétiques. Une fois que je suis capable de vendre 1000, 2000, 5000 produits par mois avec une belle image de marque parce que j'ai fait une bonne stratégie créa, etc. Quand ils vont vouloir commencer à pousser chez les coiffeurs la distribution de leurs produits, ils vont avoir 10 fois moins de mal à distribuer. Bien sûr. Mais t'as créé du branding, là. Qui a pas la noto qui va avec. Et en fait, ta noto, comme tu l'as dit, c'est aussi du trust. Bien sûr. Et ton trust, c'est du volume de clients. Et du coup, t'as quand même, je trouve, dans le business, cette réalité qui est que le plus gros a des marges de manœuvre que le plus petit n'a pas. Et du coup, la pub, c'est un peu ça que ça permet de faire aussi. Ça permet d'être plus rapidement plus gros et d'avoir du coup d'autres marges de manœuvre. Challenger les gros. Oui, parce que tu vois, tu parlais de marge aussi. En fait, pour énormément de produits, alors c'est pas le cas peut-être pour vous, je sais pas. Si, il y a des moments où tu peux gagner de l'argent, mais c'est un setup particulier, quoi. Non, mais je veux dire, pour énormément de produits, le volume permet de faire baisser le coût de produit. Et ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. C'est que moi, je sais que j'ai des clients, on va discuter, ils vont me dire de scaler, je vais lui dire, là, à mon avis, si on va plus loin, je vais être obligé de dégrader un peu le CAC et on va descendre en dessous des objectifs. Et il va me dire, ben non, parce qu'en fait, si on atteint ça, moi, je peux changer de chaîne de production et d'un coup, je vais regagner 20% de marge. Et donc, en fait, tu peux aller dégrader de 5-10% en plus. Si on atteint ces volumes-là, on regagne 20%, donc c'est bénéf. Donc, en fait, il y a des effets de volume sur certains business. Et puis, il y a
en gros, ça se doit juste d'être bien fait. En fait, pour moi, le paid, juste, c'est une arme tellement puissante que, c'est sûr que si tu sais pas la maîtriser, t'as de grandes chances de finir par te tirer une balle dans le pied. Oui. Mais par contre, si t'as une bonne expérience et que tu sais en faire de bonnes choses, ça peut quand même te permettre d'aller à la guerre dans de meilleures conditions. Alors, Quoi. aligner tous les jours. C'est-à-dire que demain, si je lance une boîte et qu'elle est financée correctement, il est évident que les budgets paid sont intéressants. Parce que du coup, ce que je te disais, le 0 to 1, il me permet d'exister, il me permet de challenger le gros, il me permet de venir dans l'arène de la comparaison si c'est un produit qui se compare et tout de suite d'être une option. Ce qui n'est pas le cas quand t'es personne et que tes canaux de distribution, c'est pas le paid, quoi. En fait, le paid, ça t'ouvre ton audience. D'un coup, t'es disponible pour les gens, tu deviens une option potentielle. Cette option, tu dois ensuite la confirmer avec est-ce que mon produit, il est compétitif, est-ce que la value propositionnelle est bonne, est-ce que le branding, je lui fais confiance. Il y a tous ces éléments qui s'imbriquent. Mais t'as raison, à la base, je suis complètement aligné avec toi, c'est genre, d'un coup, t'es à côté de, si t'as un produit cosmétique, je dis n'importe quoi, boum, t'es dans la même cour que L'Oréal, je sais pas qui, tous les trucs, voilà. Sephora, j'en sais rien, n'importe quoi. T'es dans la même cour. Ça, c'est magnifique, le paid, c'est l'espèce de l'échelle, quoi. Le problème que je disais, c'est pas tellement c'est une fois que t'y es, en fait. Une fois que t'es dans cette cour-là, comment est-ce que tu fais pour te dire, bon, c'est bon, j'ai capté, merci, mais maintenant, il me faudrait que je développe autre chose parce que, imagine, il y a un mec, il a ma recette cosmétique, il produit la même chose sous une autre marque parce que c'est une usine en marque blanche, je dis n'importe quoi. Bah, en fait, il peut me strike immédiatement s'il a juste une meilleure méthode d'achat média, etc. Enfin, tu vois, c'est la question de la défensible, quoi. La question de la barrière à l'entrée, elle est hyper intéressante. Elle est assez complexe, je trouve, parce que elle est souvent assez faible. En paid, elle est faible. Pour moi, elle dépend pas en grande partie de ta méthode d'acquisition. Pour moi, elle est beaucoup plus liée à ton produit qu'à ta méthode d'acquisition, dans ta barrière à l'entrée. Pour moi, elle est liée à si tu as un SaaS, quel est le temps de développement qu'il va falloir pour sortir le même produit. Ça, pour moi, c'est ta barrière à l'entrée réelle. Si demain, développer le produit, quoi. Ouais, développer le produit et développer, on va dire, je mets ensemble produit au sens large, c'est-à-dire le produit et l'expérience proposée par le produit. Par exemple, tu vois un outil comme Wallaxy, le SaaS pour moi, c'est qu'une partie de la barrière à l'entrée. Le reste de la barrière à l'entrée, ça va être le volume de contenu qui a été produit sur comment bien utiliser le produit. Donc c'est ces éléments-là qui vont faire la barrière à l'entrée, plus que la façon de faire l'acquisition, selon moi. Et je suis pas persuadé que en étant distribué, par exemple, comme tu disais, chez des vétérinaires, t'as une barrière à l'entrée qui soit huge par rapport à un mec qui a fait son acquisition en ligne, parce que justement, j'ai pas d'avis, mais on pourrait dire que le mec qui a fait son acquisition en ligne depuis toujours, il a fait un volume d'impression qui est beaucoup plus élevé que toi, et que donc si derrière il a la même qualité de marque, la même qualité d'expérience client, les gens sont aussi contents, etc. En fait, il va avoir, quand on va être à l'apéro et que je vais dire tu connais Dalma, en fait toi tu vas avoir une personne sur 10 qui répond oui, et lui il va avoir potentiellement 3 ou 4 personnes sur 10. Et donc du coup ça c'est des éléments qui sont assez subjectifs, assez difficiles je trouve à analyser. Et pour moi la barrière à l'entrée, elle est avant tout produit, et là où je te rejoins, c'est qu'il y a trop de gens qui se dorment dessus sur leurs produits, et il y a surtout trop de marques qui croient que le marketing peut, entre guillemets, arnaquer les gens à long terme. Qu'on peut avoir un produit qui sert à rien et bien le marketer et ça va passer. Et ça, je peux faire le retour à quiconque. Je l'ai déjà fait. Il y a des marques qu'on a tuées comme ça, qui sont venues nous voir avec un produit qui fonctionnait mal. On l'a bien marketé, on l'a vendu en masse. Ils se sont pris des retours négatifs en masse. Terminé, bonsoir, clé sur la porte, ça rentre à la maison. Et donc, si on veut faire autre chose qu'une boîte éphémère, c'est clair que le produit, il doit répondre à un besoin et il doit le faire bien par rapport aux autres solutions du marché. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Tu vois, je rajoute un point sur l'assurance, c'est intéressant. L'assurance, imagine, tu as 3-4 acteurs, ils vendent la même assurance, les mêmes garanties. Tu peux te différencier sur ton branding, sur ton expérience utilisateur. Lui, il a une app, lui non, lui, il se rembourse en 48 heures, lui en 2 semaines, tu vois. Ça, c'est ton produit. Et ensuite, ce produit-là, tu l'as différencié, il faut que tu le distribues. Donc après, le problème que tu vas avoir, c'est que tu vas avoir des mecs qui vont te proposer des sous-produits d'assurance qui vont être moins stylés, moins chers, et ils vont te piquer des ventes alors qu'ils sont moins performants que toi en tant que produit. Mais ils vont distribuer vers Google, etc. Et sauf que le problème, dernier point que t'as, c'est que aujourd'hui, t'as moins de 10% des gens qui pourraient s'équiper en chat et chien en assurance qui s'équipent. Donc en fait, moi, mon job, quand je m'occupe du vétérinaire, je propose à l'éleveur de vendre mes contrats, etc. Mon job, c'est de parler à 100% des mecs. Là où en fait, mes concurrents, quand ils font du paid, à peu près, ils vont en parler qu'à 10% potentiel des mecs un peu intentionnistes, quoi. Tu vois le truc ou pas? Ouais, il y a sans doute une partie de la cible qui est juste pas disponible via les plateformes. En fait, le mec ne cherche pas assurance chien. Personne ne cherche ça. Enfin, il y a du monde, il y a du volume. Mais le vrai sujet, c'est le mec qui vient de payer le vétérinaire et qui se dit, mais au fait,
fait, vous êtes assuré, monsieur? Ah bah non, et je viens de me prendre une facture de 90 € là, donc ouais, c'est pas mal votre truc ou pas? Bah ouais, ça rembourse des frais, tenez, je vous file le prospectus, vous regarderez chez vous. Et en fait, ça tue, et c'est défensible en fait. Parce que du coup, le but du jeu, c'est d'être le seul entre guillemets dans la clinique à le faire. Après, évidemment que les autres vont s'y mettre, mais ça a un coût opérationnel et d'organisation qui est un peu plus dur que d'ouvrir un compte Google Ads et de surenchérir sur les mots-clés assurance chien ou assurance chien. Tu vois? Ouais. J'entends que ça représente une barrière à l'entrée. Ouais. Mais qui, Un peu à faible, mes yeux, peut-être. est pas énorme, quoi. Ah non, tu peux la sauter cette barrière, c'est pas le sujet, mais ça demande un peu de taf, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, on s'est dit pas mal de choses et l'heure tourne, donc on va devoir mettre fin à ce débat ultra constructif parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir confronter les différents points de vue. Et si on devait, j'ai envie de dire, lier un petit peu tout ce qu'on s'est dit avec des conseils un peu de fin, quels sont, vous, les 3 conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs qui se posent la question de continuer ou de se lancer en publicité? Alors moi, ce que je dirais, il faut que tu aies un framework qui soit le plus clair possible dans ta prise de décision. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Le framework, il pourrait se définir en étant 1, est-ce que j'ai du cash pour tester? 2, est-ce que mon produit, j'ai confiance en lui, je l'ai déjà vendu et je connais ses contraintes, ses limites et aussi ses avantages? Et 3, comment est-ce que je m'organise, quoi? Donc comment je m'organise? C'est en mode, où c'est que je trouve les compétences pour le faire, en interne, en externe, voilà. Moi, je dirais, c'est un peu si tu réponds à ces 3 questions, tu arrives un peu à paver the way to, je teste le paid. Ok, ouais, moi je suis assez aligné avec ça. Je rajouterai cette vision sur bien la marge, le CAC, etc. pour pouvoir prendre des décisions opérationnelles sur en fait est-ce que c'est bien ce qu'on fait ou est-ce que c'est pas bien ce qu'on fait tout simplement. Après du coup un autre conseil pour moi ça serait de vraiment avoir en tête que pour être viable, le paid doit être exécuté à un certain niveau de qualité qui implique des compétences et des investissements sur la partie créa, sur la partie management de campagne, etc. On sait que c'est des ressources, que ça soit en termes de RH ou d'externalisation qui coûtent assez cher. Moi, je recommande, en tout cas sur cette partie paid pure, je recommande de les externaliser au moins au début parce que pour avoir un temps plein lié au paid, faut dépenser beaucoup d'argent et que vous allez mettre beaucoup de temps avant d'avoir une charge de travail qui représente un temps plein et que c'est difficile de trouver des profils qui ont un fort niveau d'expertise sur le paid et qui vont être aussi excellents sur la partie market générale de la boîte, qui vont être capables d'avoir ce recul sur la marque, comment on la positionne, quel autre levier on va chercher, etc., etc. Trouver quelqu'un qui a et cette expérience opérationnelle du paid qui est quand même très technique et cette compétence marketing, ça va être dur pour vous. Donc moi j'aurais tendance à miser sur quelqu'un qui justement connaît la marque, la saisit bien, est capable de bien la pousser, la développer, des partenariats, décider ça, etc. Et externaliser cette partie paid jusqu'à que ça représente, on va dire, un gros morceau de ce que vous faites. Et ensuite, décider de l'internaliser ou pas, ça c'est comme vous voulez. Mais voilà, attendre que ça représente vraiment beaucoup d'éléments. Et on aura d'ailleurs un autre débat dans ce podcast sur ce sujet, agence ou pas agence. Comment choisir? Ça c'est clair, mais bon, j'ai pas le droit d'y participer à celui-là. Et du coup, je me permets de prendre le 3e aussi. J'espère que tu m'en voudras pas. Non. C'est sur la durée et la façon d'attaquer le paid. Moi, je recommande de ne pas ouvrir plusieurs leviers en même temps, de les prioriser, de commencer par un, d'y dédier des efforts pendant à peu près 2 à 3 mois, de multiplier les tests dessus, et ensuite, si vous êtes encore pas dans vos objectifs, de switcher vers un autre levier et de les éliminer comme ça, parce que si vous répartissez vos budgets sur les différents leviers en même temps, le risque que vous prenez, c'est du coup d'avoir des temps d'apprentissage qui sont trop longs, puisque vous aurez trop peu de points de données. Et donc, du coup, votre situation, au moment où vous commencez les tests et au moment où vous les terminez, aura changé. Et donc, en fait, vous allez introduire plein de variations dans vos données, puisque, en fait, dans une année, il y a une saisonnalité sur les business, il y a plein d'éléments. Si on fait un SaaS, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties, etc. C'est rare qu'on soit dans des conditions similaires pendant ne serait-ce que 6 mois d'affilée. Et donc, en fait, on a besoin de pouvoir dérouler des tests en 2 à 3 mois max et donc d'avoir un certain nombre de volumes de points de données dans cette période de temps-là. Et donc, je vous recommande de vous concentrer d'abord sur un levier, de faire le boulot dessus pendant 3 mois pour ne pas avoir de regrets. Et je dis tout le temps, la pire des défaites, c'est d'avoir dépensé de l'argent et de même pas savoir si ça aurait pu marcher ou pas. Le but, c'est au moins à la fin de savoir si ce levier, c'est mort, il faut l'abandonner, ou si on le garde. Si on a payé 5, 10, 15 000, 20 000, 30 000 euros pour être sûr que Facebook Ads, c'est pas pour moi, et pour moi, c'est un investissement qui reste rentable parce que c'est des canaux qui sont tellement importants et centraux dans la façon de concevoir son business à long terme qu'avoir la réponse sur ce qu'on peut en espérer, ça a une valeur qui est quand même très forte. Complètement d'accord. C'est ne pas savoir, c'est le pire truc dans un business.
C'est ça. Trop cool. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour tout ce que vous nous avez partagé. Très contente d'avoir inauguré ce format table ronde, débat avec vous. Et j'espère que ça a plu à nos auditeurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonne soirée tout le monde. À très vite.